Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau journal sur RTI 1. Dans les titres, les pensionnaires de la Case des enfants, le foyer d'accueil pour enfants de la Fondation Children of Africa viennent de recevoir des dons de la Première Dame de Chine. Une solidarité qui s'inscrit dans le partenariat avec l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Le gouvernement de Côte d'Ivoire met les bouchées doubles dans la lutte contre l'orpaillage illégal. Les sénateurs ont adopté le projet de loi portant code minier présenté par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Koulibaly. Le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, en partenariat avec la société Palme-Si, va permettre à 1 millier de jeunes de recevoir une formation pratique dans les domaines de la maintenance automobile, du bâtiment et de la sûreté. Et puis, le problème de la pénurie d'eau dans la commune de Yopougon est en train d'être résolu. Les infrastructures en cause sont en pleine réhabilitation, avec en prime de nouvelles installations pour la commune. En attendant, 18 camions-citernes distribuent l'eau dans les ménages. Bonsoir à tous. La Première Dame de la République populaire de Chine apporte son appui à la Case des enfants, le foyer d'accueil pour les enfants de la Fondation Children of Africa de la Première Dame de Côte d'Ivoire. Une remise de dons de la Première Dame chinoise en partenariat avec l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, pour réchauffer les cœurs des enfants. Action commune Chine-Afrique, c'est le nom de cette initiative commune. Mama Traoré. Des matériaux sanitaires, des produits d'entretien et des kits scolaires. Cette dotation, d'une valeur totale de 3 millions de francs CFA à la Fondation Children of Africa, émane du professeur Peng Liyuan, Première Dame de la République populaire de Chine. Elle est destinée à la Case des enfants, nom du foyer d'accueil pour enfants de la Fondation Children of Africa de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Ce geste est fait en prélude à la célébration de la Journée internationale de l'enfance, commémorée chaque 1er juin dans les anciens pays du bloc soviétique, dont la République populaire de Chine. Pour l'occasion, la Première Dame de la Chine vient de lancer une initiative en partenariat avec l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, OPDAD. Une initiative dénommée « Réchauffer les cœurs des enfants, Action commune Chine-Afrique ». La Chine reste toujours un ami et un partenaire sincère de l'Afrique. La professeure Peng Liyuan attache beaucoup de prix dans la cause sanitaire et éducative en Afrique. La Chine est prête à travailler avec la Côte d'Ivoire pour créer des opportunités aux jeunes et enfants chinois ivoiriens de mieux se communiquer et de se connaître afin que l'amitié entre nos deux peuples s'enracine, grandisse, porte des fruits dans le cœur des enfants et qu'ils puissent prendre le relais de la cause de la coopération amicale sino-ivoirienne quand ils seront grands. Au nom de la Première Dame de Côte d'Ivoire, sa chef de cabinet loue ce geste de la Première Dame de Chine, qui est de nature à renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Il est utile de souligner que ces présents sont faits non seulement en faveur de la Fondation Children of Africa, présidée par Mme Dominique Ouattara, mais aussi en faveur de l'ensemble des Premières Dames des pays membres de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Ces dons viennent en appui aux nombreuses actions menées par Mme Dominique Ouattara à travers sa fondation dans les domaines de la santé, de l'éducation, du social, de la lutte contre le travail des enfants. Cet élan de générosité et de partage de la Première Dame de Chine n'est pas isolé et il ne nous surprend guère, ce qui témoigne de la vitalité des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Cette cérémonie de remise s'est tenue à Jacquesville, ville où a été délocalisée la Case des enfants en raison des travaux de rénovation que connaît son siège basé au plateau pour les 2 prochaines années.
Le partenariat entre la Chine et la Côte d'Ivoire apporte également des fruits dans le domaine de la défense. Il vient de permettre l'ouverture officielle du centre de maintenance des services techniques du 1er bataillon blindé d'Akwedo. L'objectif est de renforcer le potentiel du parc automobile de l'armée ivoirienne et aussi sa capacité opérationnelle. Amidia Rassouba et Aboulaye Koné. C'est un atelier multitechnique dédié essentiellement à la maintenance des engins blindés acquis par l'armée ivoirienne. Situé au 1er bataillon blindé, ce centre technique permet d'effectuer, outre l'entretien périodique, la réparation et même la reconstruction de ces moyens roulants avec notamment la possibilité d'usiner des pièces de rechange. Les délais de réparation s'en trouveront sensiblement réduits. Le 1er bataillon blindé peut se targuer de disposer pour le maintien en condition opérationnelle de ces engins d'un nouveau réservoir de maintenance permettant le démontage, l'assemblage, la maintenance d'engins, etc. Soit 10 fonctions de réparation et des outils de niveau 4, autant pour les besoins quotidiens de maintenance et de réparation. Ce centre de service technique est le fruit d'une coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, s'est félicité de la qualité de ce partenariat. Il s'agit pour nous d'acquérir toute la technologie, toute la compétence, toutes les capacités techniques, d'assurer le maintien dans la durée des équipements que l'État de Côte d'Ivoire nous permet d'acquérir. Aujourd'hui, tous ces équipements ont un coût assez élevé au regard de toute la technologie que ces équipements embarquent. Il est donc une obligation pour nous d'être capables de les maintenir, les employer dans la durée afin d'amortir les investissements qui sont consentis par la population ivoirienne. Dans ce partenariat, les experts chinois sur place à Abidjan vont transférer l'ensemble des savoir-faire et compétences aux militaires ivoiriens au terme d'une année de formation sur ces matériels de dernière génération. La Commission des affaires économiques et financières du Sénat valide le projet de loi sur le code minier qui a été présenté par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Le gouvernement vient ainsi accentuer la lutte contre l'orpaillage illégal. Kader Sogodogo. L'orpaillage illégal touche l'ensemble du territoire national. Destruction des terres agricoles, grand banditisme, drogue, viol, la note est salée. Le gouvernement met tout en œuvre pour préserver un état de droit. C'est tout le sens de la présence du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly, devant la Commission des affaires économiques et financières du Sénat, la Chambre haute du Parlement. Mamadou Sangafoua Koulibaly est porteur, au nom du président de la République, d'un projet de loi de ratification portant code minier. On peut saisir le matériel et les biens des orpailleurs illégaux et sans qu'au préalable il y ait une poursuite. Le procureur de la République est le seul compétent quand il s'agit de poursuivre les orpailleurs illégaux sur l'ensemble du territoire. Cela a été fait dans un souci de montrer à quel point ce dossier préoccupe au plus haut niveau. Exposer des motifs cohérents, élégance et parfaite maîtrise du dossier au cours des échanges avec les sénateurs. C'est à juste titre que Mamadou Sangafoua Koulibaly obtient l'adoption à l'unanimité de la ratification du projet de loi portant code minier en Côte d'Ivoire. À Tengrela et à Papara, on mène aussi la lutte contre l'orpaillage illégal. Les jeunes vont être formés aux bonnes pratiques liées à l'exploitation aurifère grâce au centre de formation au métier de l'artisanat minier qui vient d'ouvrir ses portes. La gendarmerie de Tengrela prend aussi fonction en vue de soutenir la sécurisation dans le nord et valoriser l'exploitation aurifère. À Mississoko. Le ministre directeur du cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, livre la gendarmerie de Tengrela entièrement réhabilitée et équipée, ainsi que le nouveau poste avancé de gendarmerie à Papara, à 45 km de Tengrela, et le centre de formation au métier de l'artisanat minier, CEFAM, un projet réalisé par l'ONG suisse Cogenta dans le nord du pays en partenariat avec les autorités ivoiriennes. Ce projet a été une réussite, il y a eu une adhésion totale de la population et aujourd'hui nous sommes en passe de pouvoir continuer nous projeter sur la seconde phase du projet Secorsi.
Un bâtiment administratif de 11 pièces réhabilitées avec un rajout de 4 pièces supplémentaires. Un bâtiment d'instruction réhabilité de 4 pièces. Un bâtiment neuf servant de réfectoire. 4 bâtiments dortoirs, dont 3 neufs, ayant une capacité totale d'accueil de 75 gendarmes, permettant le renforcement permanent de la brigade par un détachement de la gendarmerie mobile. Ces actions s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui à la sécurisation du Nord et à la valorisation d'exploitation aurifère artisanale comme facteur de développement et de cohésion sociale (SECROCSI), financé par l'Union européenne. D'où la présence de leur ambassadrice en Côte d'Ivoire, Francesca Di Moro, aux côtés du ministre Fidel Sarasoro, par ailleurs secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité. Très satisfaite parce qu'en effet tous les objectifs du projet ont été atteints. Nous avons réhabilité des gendarmeries qui sont maintenant opérationnelles. Nous avons un nouveau centre de formation pour tous les jeunes qui voudront aller dans les métiers de l'orpaillage légal. Je peux confirmer qu'en effet nous avons la volonté de continuer. L'expérience a été positive, l'expérience a été belle. Nous avons aujourd'hui discuté au cours du comité de pilotage de tous les acquis. Nous avons évidemment regardé les aspects qu'il faut améliorer et aujourd'hui nous sommes en capacité de dire qu'il faut aller à l'échelle. Outre le coupure de ruban, le ministre et ses hôtes ont visité un ancien site d'orpaillage de 5 hectares réhabilité. Une enveloppe de 1 milliard de francs CFA dégagée pour former la jeunesse. Dans l'exécution du programme jeunesse du gouvernement, 1 millier de jeunes vont être formés dans les domaines de la maintenance automobile, du bâtiment et également de la sûreté. Cela grâce à un accord entre le ministère de la Jeunesse et la société Palme-Sea. En santé, la représentation résidente de la CEDEAO en Côte d'Ivoire a procédé au lancement de sa campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus avec le partenariat de l'Institut national de la formation des agents de santé INFAS. Les femmes pourront pendant ces 2 jours de campagne se faire dépister gratuitement dans la commune de Cocody. Voyons cela avec Angela Diallo et Marie-Chantal Akandan. Ce sont 400 femmes issues de divers quartiers de la commune d'Abidjan qui vont bénéficier du dépistage du cancer du col de l'utérus gratuitement. Une initiative de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Cette action s'inscrit dans la sécurisation des femmes sur le plan de leur santé. Enfin, je voudrais dire un grand merci à vous, braves femmes, qui avez accepté de laisser vos occupations quotidiennes pour vous soumettre aux tests de dépistage du cancer afin de connaître votre statut. Merci encore ce jour pour cette haute activité qui a pour objectif de mesurer notre niveau de santé. Le dépistage du cancer du col de l'utérus est plus qu'une nécessité car beaucoup de femmes meurent. Cette action de solidarité est saluée et encouragée par le cabinet de la Première Dame, Dominique Ouattara. Ce thème est d'actualité. Et il correspond parfaitement à la vision de Madame la Première Dame. Madame Dominique Ouattara s'est également engagée en faveur de la santé de la mère et de l'enfant, notamment à travers les dons d'ambulance pour la prise en charge des femmes enceintes, l'équipement des maternités en matériel médical et la construction d'un hôpital spécialement dédié à la santé de la mère et de l'enfant à Benjerville. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, le cancer du col de l'utérus est un problème de santé publique qui exige une attention urgente. Le dépistage précoce est la meilleure arme contre ce tueur silencieux. Les femmes sont donc invitées au dépistage du col de l'utérus. À Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, des germes de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo ont été découverts dans des élevages de Tioro-Niaradougou. Les éleveurs sont sensibilisés aux bons gestes à adopter face à cette maladie qui est transmise de l'animal à l'homme par le contact direct avec du sang infecté. Lancine Bakayoko. Cette maladie, appelée fièvre hémorragique de Crimée-Congo, n'a toujours aucun vaccin ni pour l'homme ni pour l'animal. L'analyse de tiques prélevée dans quelques élevages de Tioro-Niaradougou près de Korogo confirme les germes de cette fièvre hémorragique. La maladie ne se manifeste qu'au niveau des humains parce que les animaux ne font pas la maladie. Donc un animal a été abattu et ça a été consommé, mais le cas humain a été pris en charge rapidement
par les services de la santé. Ce film de sensibilisation d'une dizaine de minutes montre les manifestations de la maladie et fait comprendre la gravité de la situation aux éleveurs. Le virus se transmet à l'homme soit par les piqûres de tiques, soit par contact avec du sang ou des tissus d'animaux infectés pendant ou après l'abattage. Les cas se sont produits en majorité chez des personnes travaillant dans le secteur de l'élevage, comme les exploitants agricoles, les employés des abattoirs ou les vétérinaires. Cet exercice permet de mettre ensemble tous les acteurs afin que chacun connaisse son rôle à jouer si jamais il y a une éventualité de cette crise-là, de cette maladie au niveau d'un élevage. La maladie est caractérisée par des flambées de fièvre hémorragique virale sévère d'une létalité de l'ordre de 40%. L'eau ne coule plus dans les robinets des ménages de la commune de Yopougon en cause un incident sur des infrastructures de la SODECI qui d'ailleurs est en cours de résolution. D'ici là, 18 camions-citernes ont été mobilisés pour la desserte dans les ménages. Frédéric Oulaï et Victorine Yaoyoboué. Bassines sur la tête, bidons en main ou encore dans des brouettes, les populations de plusieurs quartiers de Yopougon peinent à trouver de l'eau pour leur ménage. Ça fait une semaine que nous n'avons pas du tout de l'eau dans les robinets. Même les petits robinets qu'on a affectés à nos compteurs, là, l'eau même ne coule pas. Il y a déjà même l'eau ne coule même pas dans leurs robinets. Diarasouba, lui, parcourt au quotidien 2 kilomètres pour allier le domicile de Koulibaly, son ami, pour se ravitailler. La cité de Koulibaly, elle, n'est pas impactée par cette situation. Ici, actuellement, la pression d'eau a diminué. Voilà, donc on sait automatiquement qu'il n'y a vraiment pas d'eau autour. Bon. Et puis, quand on a des personnes qui souhaitent vraiment avoir de l'eau, on leur fait vraiment cette grâce-là. Dans leur quête, certains habitants des quartiers Maroc et Ananéré utilisent les grands moyens. En Ananéré, au Maroc, il n'y a pas de l'eau. Et tout le monde le sait. Il n'y a pas de l'eau. Donc, patienter ou pas patienter, nous sommes déjà dedans. Hein. On n'a pas le choix. On veut de l'eau. Ce cri de cœur des riverains a été bien entendu par le gouvernement. En attendant une solution durable, une opération de desserte est en cours. 18 camions-citernes sont déployés depuis quelques jours sur l'ensemble de la commune par l'ONEP. Ils continuent encore toujours de venir nous envoyer l'eau encore, en tout cas, ça nous fait plaisir en tout cas. Ça nous fait plaisir. C'est pas suffisant parce qu'ils quittent même souvent les mamans qui viennent avec des bassines, se plaignent pour dire ils sont venus, ils ont servi les gens de barriques, ils n'ont pas servi, tout ça. On est obligé aussi de les calmer pour dire demain quand ils vont venir, on va faire l'effort de vous servir. On a un programme par quartier. Maintenant, en fonction des demandes, on essaie d'harmoniser le programme et ils font au moins 3 rotations par jour. La pénurie d'eau que vivent les populations de Yopougon est due à des problèmes techniques sur certaines installations dans la forêt d'Anguédédou. En visite sur le site, le directeur général de la SODECI et le ministre de l'Hydraulique rassurent les populations du retour à la normale. Nous avons eu malheureusement fin de semaine dernière un problème majeur sur cette zone, à savoir que les eaux de ruissellement venant donc d'Abobo en très grande quantité avec les intempéries ont fait rompre une canalisation qui est dans le lit de la rivière. Et donc nous avons des conditions de travail très difficiles. Parce qu'il faut d'abord isoler toute cette zone-là avant que les équipes puissent intervenir. C'est ce à quoi ils s'attellent donc depuis 3 jours. Malheureusement, cela impacte négativement la fourniture de services et on est vraiment, pour nos clients, désolés qu'ils puissent gérer ça. Mais je voudrais les rassurer sur le fait qu'on a mobilisé vraiment toutes nos équipes, tous nos sous-traitants pour pouvoir régler les différents problèmes techniques qui se posent à nous. Avant cet incident majeur, Yopougon c'était déjà assez difficile. C'est pour ça que le gouvernement a entrepris un programme d'urgence Yopougon, en attendant que l'eau qui vient de l'usine de la Mai arrive à Yopougon. On a mis en place un programme d'urgence qui comporte 3 forages qui sont en cours de chantier par la SODECI. Donc cet incident vient vraiment au mauvais moment. Nous avons des points focaux sur le terrain avec qui on organise la desserte par camion-citerne. Bien sûr, ce n'est pas la situation idéale, mais c'est la solution que le gouvernement peut apporter pour l'instant, en attendant qu'on termine les réparations. Environ 17 quartiers de la commune de Yopougon sont impactés par cette pénurie d'eau, ce qui représente un tiers de la fourniture d'eau potable
aux ménages de Yopougon. Voilà, les travaux sont donc en cours et certains ménages ont pu constater le retour progressif de l'eau dans les robinets. Ce mardi, le ministre des Transports a procédé à la mise en exploitation du nouveau terminal céréalier du port autonome d'Abidjan. L'ouvrage a été réalisé à hauteur de 70 milliards de francs CFA grâce à un financement de la coopération japonaise. Ce nouveau terminal céréalier va permettre de traiter plus de 1 million de tonnes de céréales par an et générer 500 emplois directs. On va maintenant se rendre à Assé, dans le sud de Comoé. Le Festival des femmes d'Assé est un événement qui vise à célébrer la bravoure et le travail de la gente féminine des différents villages du sud de Comoé. Une centaine de femmes ont reçu des présents et les jeunes filles élèves ont également été récompensées pour leurs performances scolaires. Khalid Jomondé et Aboulaye Kone. Les femmes d'Assé, de l'Arabia et d'Iré dans la région du Sud Comoé célébraient pour leur bravoure à l'occasion de la 2e édition du Festival des femmes d'Assé, Festifa. Cette remise de présents se veut une marque de reconnaissance à l'endroit de la gente féminine du Sud Comoé qui participe ardemment à la sécurité alimentaire dans la région. On s'est dit pourquoi ne pas trouver un jour pour les honorer, pour leur dire combien de fois elles comptent pour la société, combien de fois la population de Assé, de l'Arabia, Médina et Irié compte sur elles pour le développement. On va continuer à travailler. Une femme ne doit pas s'asseoir pour regarder son mari. Il faut travailler pour être fier de toi-même. Le Festifa se veut également une lucarne pour promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Les 18 meilleures écolières de la région sont récompensées pour leurs brillants résultats. C'est le résultat de mes efforts passés. J'ai beaucoup étudié. Je dis à mes amis filles même encore, chose de se réveiller et de beaucoup travailler. De ne pas suivre les garçons qui les blaguent parfois. Et parfois ils prennent des grossesses précoces et ils ne peuvent plus continuer les études. Cette 2e édition du Festifa a enregistré la participation de plus de 100 femmes issues des différentes localités du Sud Comoé. Toutes ont pris l'engagement de se faire ambassadrices pour la paix et le vivre ensemble. Un autre festival qui, lui, est à sa 3e édition, le Festival national de l'Afrique FENA. Il a pour objectif de valoriser les richesses traditionnelles et culturelles africaines et faire la promotion de l'intégration sur le continent. Le reportage est signé Issaëo. Prestation des danses traditionnelles d'ici et de la sous-région. Défilés et parades du roi Bron et de la reine-mère des populations africaines. La 3e édition du Festival national de l'Afrique, FENA, a tenu toutes ses promesses au Palais de la Culture de Treichville. La diversité culturelle des peuples de la CEDEAO a été célébrée dans toute sa plénitude. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, parrain de la cérémonie, a salué le vivre ensemble tout au long du festival. Nous avons vu des danses venues de toutes parts célébrer avec nous la fête. Et c'est ça la cohésion, c'est ça la notion de paix. Et notre président, son Excellence M. Alassane Ouattara, œuvre au quotidien pour qu'il y ait la paix au niveau donc de tous ces pays qui nous environnent. Et je crois que ce que vous êtes en train de poser comme acte dans le cadre du festival et qui est à sa 3e édition est assez expressif de ce que vous êtes d'accord avec le président de la République pour vivre ensemble. Mais en même temps aussi de faire valoir notre culture, notre patrimoine culturel. Kwasi Kobena Adjoumani a été fait parrain permanent du festival. Il en a profité pour inviter les festivaliers à prôner la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire et dans l'espace CEDEAO. Dans l'actualité politique, le RHDP présente ses candidats aux élections régionales et municipales dans le Moronou. Les cadres de la région ont saisi l'opportunité pour appeler à l'union et à la mobilisation. Alexis Ouedraogo. Le RHDP a son propre candidat
au titre des élections régionales dans le Moronou à la personne de M. Christian Ardion. Dans le Moronou, les candidats du RHDP aux élections régionales et municipales sont officiellement présentés. Nguessan Audjon pour les régionales, Jacob Kwa pour la mairie de Mbato, Youssouf Traoré pour la mairie d'Anoumamba, Tania Samira Kwadio pour la mairie de Tiémélécro, Arlette Badou Kwame épouse Nguessan pour la mairie d'Ara et Jacob Assouba pour la mairie de Bongwanou. Je connais leurs valeurs intrinsèques et je pense que c'est des candidats qui peuvent valablement aider leur région à se développer et c'est ce message-là que j'ai passé. Au nom des candidats retenus, Jacob Kwa, maire de Mbato, dit merci pour le choix porté sur eux. Cette cérémonie est le reflet qui traduit la manifestation des populations de Mbato, de Bongwanou, d'Ara, d'Adéré, désormais au RHDP. Nous nous réjouissons de la mobilisation. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de monde. Ça veut dire que l'adhésion au RHDP dans le Moronou est une vraie réalité. Ensuite, nous avons présenté des candidats valables qui ont été sélectionnés à la base et qui ont été adoublés par la haute direction du parti. Tout ce que nous pouvons dire, c'est leur souhaiter bonne chance. Théophile Awandoli exhorte les candidats à une plus grande solidarité face à l'adversité. À Bouna également, les candidats RHDP pour les prochaines échéances électorales ont été présentés. Les populations de Bouna et en particulier les militants du RHDP ont été invités à exercer leur droit de vote. Herman Yamia. C'est ensemble, main dans la main, comme ils le matérialisent ici, qu'ils entendent œuvrer pour assurer leur victoire et celle de leur parti aux élections locales à venir. Eux, ce sont les candidats retenus par les instances du RHDP pour représenter le parti aux élections municipales et régionales dans la région du Bounkani. Présentés officiellement aux militants et à la population du Bounkani par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, ils ont été exhortés à définir et à peaufiner leurs stratégies respectives de pré-campagne et de campagne en privilégiant les campagnes de proximité. Aucun parti ne peut se satisfaire de candidatures indépendantes. Et il est clair à tout point de vue que ceci amenuise les chances d'un parti politique. Et structurellement, déjà dans les textes des partis politiques, les candidatures indépendantes sont sanctionnées. Nous devons rester en rang serré derrière les candidats choisis par le directoire du RHDP. Pour ces élections locales à venir dans le Bounkani, ce sont Yen Philippe pour le conseil régional, Ouattara Boureima pour la commune de Bouna, Siaka Ouattara pour la commune de Doropo, Aboudraman Bamba pour Nassien et Kamara Yaya pour Teini. C'est un encouragement dans ce travail de développement local que nous faisons depuis notre accession à la tête de la région et que nous souhaitons continuer parce que la labeur, elle est là, elle est difficile, mais elle est passionnante parce que c'est un métier qui permet de changer la vie de nos populations. Ce sera pour nous l'occasion de démontrer à tout le monde, au président de la République, que Bounkani reste un bastion imprenable du RHDP. La cérémonie de présentation des candidats du RHDP s'est déroulée au siège du parti en présence de militants en liesse venus de tous les 4 départements de la région du Bounkani. Après les populations de Bouna, celles d'Abengourou découvrent les visages des candidats choisis par le RHDP pour les élections à venir. Et ces populations sont invitées à la culture de la paix et du vivre ensemble. Herman Yamia. Ils sont 5 candidats qui ont été choisis par la direction du RHDP pour briguer les postes aux élections régionales et municipales du 2 septembre prochain. Ouaga Essé, actuel président du conseil régional de l'Indéné-Guablin, est en lice pour un autre mandat. Adam Hervé Bois part à la conquête de la mairie d'Abengourou quand le ministre Siandou Fofana a été choisi pour la mairie d'Agnibilé-Krou. À Bétier, c'est le maire sortant Jean-Baptiste Amalaman Kouakou qui est engagé pour un autre mandat. Et enfin, à Niablé, c'est Gwetibi Kaou Eugène qui a bénéficié de la confiance du parti pour la mairie. Nous sommes conscients que notre région est à la croisée des chemins et que nous n'avons d'autre option que de gagner les élections locales à venir. Bien évidemment, cela passe par la consolidation de nos biens, la cohésion au sein du RHDP. En procédant à la présentation des candidats du RHDP, la ministre du Plan du Développement Niali Kaba, chef de mission pour les Guablin,
a invité les militants et sympathisants du parti à cultiver l'union, la cohésion en leur sein afin de faire de l'Indéné Guablin un bastion du RHDP. Le manque de cohésion dans nos rangs, jusqu'à présent, a empêché le RHDP de récolter le fruit de l'immense travail qu'il a fait dans l'Indéné Guablin. C'est pourquoi je veux interpeller ici nos militants. Ils sont sortis nombreux, les militants, les délégués des sections et autres, pour communier avec leurs candidats aux élections à venir. Une rencontre entre militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix qui a pris une allure festive. Les candidats du district autonome de Yamoussoukro ont eux aussi été présentés, cette fois par la ministre Anne-Désirée Ouloto, membre du directoire du RHDP, en présence du président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio. Voyons cela avec Kader Sogodogo. C'est dans une salle comble de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix que Jano Aoussou Kouadio, membre du présidium du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, et Anne-Désirée Ouloto, chef de mission pour la présentation des candidats aux municipales dans le district autonome de Yamoussoukro, et plusieurs autres membres du gouvernement font leur entrée. Le ministre Souleymane Diarra Souba, pour le compte de la mairie de Yamoussoukro, et Jérôme Nzouako Kwame à la mairie de Ateguakro sont les deux candidats retenus par le RHDP pour l'élection municipale du 2 septembre prochain. Nous sommes des soldats, mais des soldats du développement à la disposition du président Alassane Ouattara, à l'effet de mettre en œuvre toute sa vision qui permettra d'améliorer les conditions de vie de nos populations, avec également pour objectif l'accélération du transfert de la capitale à Yamoussoukro. La chef de mission et le représentant du présidium encouragent les militants de leur parti à aller chercher la victoire. L'enjeu, c'est de maintenir des hommes de paix, de mission, de devoir, des compétents, des travailleurs à la tête de nos communes, à la tête de notre région, à la tête de la Côte d'Ivoire. L'enjeu, c'est de démontrer que 2025, c'est demain et qu'en gagnant les communes, en gagnant les régions, nous allons maintenir le RHDP au pouvoir en 2025 et avancer avec cette Côte d'Ivoire qui gagne. Le transfert de la capitale est en cours. Le Sénat est à Yamoussoukro. L'école de magistrature est à Yamoussoukro. Le centre de truc, la BCAO est à Yamoussoukro. La chambre de loi est à Yamoussoukro. La médiature de la République est à Yamoussoukro. Le transfert de la capitale se fait progressivement. Le ministre Souleymane Diarra Souba et Jérôme Nzouako Kwame ont été désignés par le RHDP. Reste à présent le dépôt des deux candidatures et le verdict de la commission électorale indépendante, CEI. Celui des urnes sera certainement à la fermeture des bureaux de vote dans la soirée du 2 septembre 2023. L'actualité au Sénégal est dominée par le dossier Ousmane Sonko. Les tensions sont toujours vives. L'opposant sénégalais a donné sa version des faits après avoir été ramené de force à Dakar par la gendarmerie le 28 mai dernier. Il assure même être séquestré à son domicile par les forces de défense et de sécurité. Son jugement pour viol présumé est prévu pour le 1er juin prochain. Et puis, ces attaques de drones sans précédent ce mardi contre Moscou et sa région, avec plusieurs drones qui se sont abattus à l'aube sur des immeubles de la capitale russe. Le président Vladimir Poutine pointe du doigt l'Ukraine. De son côté, Kiev a de nouveau été la cible de frappes russes, la troisième en 24 heures. L'Ukraine a confirmé avoir abattu 29 drones explosifs sur un total de 31, essentiellement au-dessus de Kiev et de sa région. Tout juste après ce journal, retrouvez sur RTI 1 un numéro du débat politique consacré aux élections locales et sur le mode opératoire du choix des candidats des formations politiques. Durant 90 minutes, représentants de partis politiques, candidats indépendants et sociologues vont échanger sur le sujet avec Fatima Djedje. Excellente fin de soirée sur RTI 1 et à demain.